Les heurts se poursuivent. Claire Cambier avec Alexis Tessier, vous êtes sur place. Je sais qu'à un moment donné, vous avez dû vous reculer devant la violence des affrontements entre ces manifestants et les forces de l'ordre. Quelle est la situation actuellement, Claire? Eh bien, la police est clairement en difficulté, hein. Jusque-là, la communauté kurde s'était réunie spontanément, hein, juste après l'annonce du drame. On avait ressenti beaucoup de tristesse, beaucoup de personnes étaient en pleurs, mais aussi beaucoup de colère. Des slogans anti-turcs étaient scandés en turc. Vengeance, pouvait-on aussi entendre parfois. Alors ce rassemblement était vraiment pacifiste, hein, jusqu'à une petite demi-heure. À ce moment-là, eh bien, juste après le départ de Gérald Darmanin, certains manifestants s'en sont pris aux policiers en prenant tout ce qu'ils avaient sur la main, des sapins, des bouts de bois, des tables, même des objets pris dans les commerces. Beaucoup de violence, hein, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Alexis Tessier. On a vu d'ailleurs un policier être évacué, un policier blessé. Nous ne savons pas encore donc du coup jusqu'où ira cette situation. Ce que nous savons, c'est que la police là attend des renforts, clairement. Sur place pour LCI, on voit ces images impressionnantes. Ces affrontements sont arrivés de manière extrêmement soudaine. Les policiers se sont retrouvés cernés par ces dizaines d'individus. Là, on peut parler même de centaines, au moins 200 personnes qui se sont retrouvées dans cette rue où a eu lieu cette fusillade meurtrière, on le rappelle. Alexandra Guillet, vous vouliez ajouter? Avec des policiers certainement qui ont été surpris quand même par la soudaine explosion de violence. À peine le ministre de l'Intérieur avait-il fini sa déclaration face à la presse. Hein, là, ils étaient tenus, ça s'est fait un peu à l'écart justement de là où étaient rassemblés ces représentants, ces membres de la communauté kurde a priori. Et on l'a vu notamment des policiers qui la plupart d'ailleurs avaient juste simplement le calot sur la tête et qu'on a vu très rapidement d'un coup aller prendre leur casque pour s'équiper, pour réagir. Et il ne faut pas oublier que derrière, on a à proximité la scène de crime et qu'on a en ce moment la police technique et scientifique et les enquêteurs qui doivent absolument préserver cet espace. Le travail de la police très difficile. Voilà. Premièrement, arrêter un tueur. C'est primordial pour enquêter. Et troisièmement, sécuriser. Sécuriser, Je vous redonne la parole l'ordre dans public un par rapport instant, à la colère. parce que nous sommes en direct avec François Bersani, porte-parole unité GP Police d'Île-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. On voit ces policiers qui ont été pris par surprise par cette explosion de violence de la part de ces manifestants qui ont lancé des projectiles envers les forces de l'ordre et les véhicules de police, et les heurts qui se poursuivent. Oui, écoutez, c'est complètement hallucinant en fait, puisque sans prendre là aujourd'hui dans ce contexte aux forces de police qui sont dans le quartier depuis la commission des faits, qui sont intervenus avec une extrême rapidité de façon à interpeller hyper rapidement le mis en cause et de faire cesser ce périple meurtrier. Aujourd'hui, on peut éventuellement comprendre la colère d'une communauté, mais aujourd'hui, on s'attaque à un coupable qui n'est pas le bon. Aujourd'hui, on attaque des policiers de la part des jets de projectiles, on met le feu à du mobilier urbain ou à ce qu'ils trouvent sous la main. La colère légitime, hein, mais n'explique pas tout. Et aujourd'hui, c'est inconcevable que des policiers soient blessés là dans les minutes qui viennent de précéder parce qu'une communauté kurde ou non kurde d'ailleurs, quel que soit le type de la communauté, mais agresse ces forces de police. Oui, je vous le confirme, hein, c'est ce que nous disait Claire Cambier avec Alexis Tessier sur place. Il y a au moins un policier blessé, ce qui n'est pas surprenant au vu de la violence des affrontements. François Bersani, comment ça se passe dans un tel cas? Parce que cette explosion de violence ne pouvait pas être anticipée et les policiers n'étaient pas sur place pour assurer la sécurité d'une violente manifestation. Non, d'ailleurs, on le voit très bien sur les images que vous diffusez. Nos collègues ne sont pas équipés, ils ne sont pas équipés en tenue de maintien de l'ordre. Ils étaient là pour verrouiller la scène du crime, pour permettre aux investigations qui sont encore en cours sur place
à l'heure où on vous parle, de continuer les relevés de police technique scientifique et l'enquête, puisque l'enquête ne s'est pas arrêtée à l'interpellation du mis en cause. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que l'intervention de nos collègues sur la scène de crime pourrait être compromise par la violation de cette scène de crime par ces personnes qui veulent à tout prix en découdre ou avec la police ou venir pénétrer justement sur les lieux. Donc ça met en danger non seulement nos collègues, mais ça met aussi en danger l'enquête à venir. Justement, comment on peut protéger, vous l'avez très bien dit, cette scène de crime dans une configuration pareille? Il y a des projectiles dans tous les sens, des manifestants extrêmement violents. En quelques minutes, on l'a vu en direct sur LCI, on est passé d'un groupe d'individus d'une quinzaine de personnes à 200 personnes réunies sur ce périmètre. Oui, alors la préfecture de police a les moyens de rameuter des renforts, donc je pense que c'est ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, on voit de plus en plus de policiers maintenant qui commencent à être équipés avec le strict minimum en matière de tenue de maintien de l'ordre pour se protéger justement des jets de projectiles divers et variés. Donc il y a des renforts qui sont en train d'arriver sur zone, cette fois-ci des renforts qui sont équipés pour rétablir l'ordre, puisque là on est sur un problème de rétablissement de l'ordre sur cette voie publique et qui est occupée par des individus qui ont maille à part, qui veulent absolument en découdre avec la police. Je ne sais pas s'il n'y a que des soutiens à la communauté kurde dans ces groupes ou si d'autres ont réussi à s'agréger pour avoir la cible idéale qu'est la police nationale lorsqu'elle est déployée dans l'espace public. Mais en tout cas, c'est très préjudiciable. C'est préjudiciable d'abord à la cause de la communauté kurde et c'est préjudiciable en plus à cette enquête qui mérite d'être menée avec la plus grande célérité. Et c'est ce qui est fait par nos collègues de la police judiciaire de Paris. Merci beaucoup François Bersani, porte-parole du syndicat Unité SGP Police Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir réagi en direct sur LCI. C'est ce que nos équipes sur place, Claire Cambier et Alexis Tessier, nous expliquaient. Et c'est ce qu'on peut voir clairement sur ces images des forces de l'ordre qui sont encerclés par ces individus. On voit au moins 200 personnes dans ce périmètre assez réduit autour de cette rue qui a été le théâtre de cette fusillade meurtrière aujourd'hui. Un homme âgé de 69 ans qui a ouvert le feu devant un centre culturel kurde, faisant au moins 3 morts et 3 blessés, dont un qui est toujours en urgence absolue. Un homme qui apparemment aurait agi seul, selon les premiers éléments de l'enquête rapportés par Gérald Darmanin. Si ses motivations précises ne sont pas encore connues, il apparaît manifestement qu'il voulait s'en prendre à des étrangers. Regardez cette nouvelle charge des policiers face à des individus extrêmement violents. En tout cas, il y a la nécessité d'intervenir pour contenir cette violence et aussi protéger le périmètre de la scène de crime, car l'enquête vient à peine de commencer. Et il y a évidemment des policiers qui doivent être sur cette scène de crime pour évidemment récupérer des indices, faire leur travail et comprendre précisément ce qui s'est passé, Alexandra. Oui, puis c'est primordial parce que tous les éléments recueillis sur place, ce sont tous les éléments de preuve qui permettront de faire un dossier et d'incriminer l'auteur présumé qui aujourd'hui est en train de subir des soins à l'hôpital avant d'être entendu dans le cadre de sa garde à vue par les enquêteurs, avec la priorité évidemment qui sera pour eux de comprendre quelles étaient les motivations de cet homme. Et avec les tensions que l'on voit actuellement, on voit à quel point ce temps, il va falloir qu'il arrive vite pour donner le plus d'explications possible, pour rassurer, si c'est possible de rassurer, cette communauté kurde qui laisse éclater sa colère et son inquiétude là en ce moment sous nos yeux dans ce quartier du 10e arrondissement qui, on le rappelle, avait été marqué il y a tout juste 10 ans par l'assassinat, le meurtre de 3 femmes militantes kurdes dans ce quartier.
donc c'est particulièrement sensible. Et c'est pas pour rien non plus que le ministre de l'Intérieur a annulé son déplacement, enfin a écourté son déplacement. Il était à Tourcoing. Il a immédiatement été alerté des faits et sitôt alerté, il a pris la décision de rentrer Fissa pour venir sur les lieux pour rencontrer les responsables kurdes et les enquêteurs sur le terrain pour prendre le pouls de cette situation et apporter, ça a été ses tout premiers mots, hein. Ils ont été pour les Kurdes de France et pour la communauté kurde qui a été meurtrie. On le rappelle, le bilan qui reste provisoire et qui est très lourd est de 3 morts et plusieurs blessés, dont un notamment qui est toujours en urgence absolue. Il est 17h, nous sommes en direct sur LCI, en direct du 7 rue, dans le 10e arrondissement de Paris, où a eu lieu une fusillade meurtrière. Des heurts sont en cours depuis plusieurs dizaines de minutes. Il y a plusieurs dizaines d'individus, il y a 200 personnes actuellement qui se sont réunis dans ce périmètre. Certains s'en prennent aux forces de l'ordre en lançant des projectiles, des pierres, des chaises. Une explosion de violence qui a éclaté juste après la prise de parole de Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur les lieux de cette fusillade. On le rappelle, un homme de 69 ans a ouvert le feu cet après-midi devant un centre culturel kurde. Et il y a au moins 3 morts, ce que vous disiez Alexandra, dont 3 blessés, 1 en urgence absolue, 2 en urgence relative. Cet homme aurait apparemment agi seul, c'est ce que nous a dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On ne connaît pas encore ses motivations précises, mais manifestement, il voulait s'en prendre à des étrangers. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, hein. C'est ce que l'on a vu sur les images, sur le document TF1 LCI, les images de l'arrestation de ce tireur qui a été blessé lors de son arrestation et qui est actuellement à l'hôpital sous le régime de la garde à vue. Il sera auditionné dans les prochaines heures, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Cet homme est un Français et apparemment ses motivations seraient des motivations racistes. Cet homme qui n'est pas fiché était pourtant connu des services de police pour 2 tentatives d'homicide, des violences à caractère raciste. C'est un dossier extrêmement sensible, on le savait dès le départ, Arlette, mais ces violents heurts qui ont éclaté juste après la prise de parole de Gérald Darmanin nous ont quand même surpris. Oui, ils ne sont pas liés, ces paroles. Au contraire, les paroles voulaient apaiser, évidemment, prévenir la colère. Et elles ne nous ont pas prévenu. Entendu, Gérald. Ils n'ont pas entendu, évidemment. Et sans doute que les policiers qui sont arrivés sur place, ils s'attendaient à, évidemment, boucler le périmètre pour que l'enquête ait lieu. Et en plus, avoir sans doute l'expression d'une émotion d'une communauté kurde après que des représentants, après l'assassinat de 3 personnes. Or, en fait, tout s'est renversé très très vite. On est passé de ce qui était supposé, c'est-à-dire une émotion, à une colère qui s'exprime parce qu'elle renvoie cette colère, encore une fois, à l'assassinat de 3 militantes kurdes il y a 10 ans aujourd'hui. Donc tous les propos apaisants de Gérald Darmanin sur la protection de la communauté, sur le droit de cette communauté à exprimer son chagrin, à rendre hommage aux 3 militantes, comme sans doute à ceux qui ont été, si les 3 victimes sont kurdes, aux victimes d'aujourd'hui, ça n'a pas été entendu. Et ce qui a dominé, c'est la colère, la rancœur des Kurdes, qui a surpris, évidemment, cette colère a surpris, bien sûr, les policiers, encore une fois, qui ne s'attendaient pas à ça. Donc on se trouve avec des images, à moins qu'il y ait peut-être, suggéré le policier tout à l'heure, infiltration par des gens d'extrême gauche qui soient venus... On ne sait pas qui sont ces individus. Mais quand même, parce qu'à l'origine, on a dit c'est quelqu'un d'extrême droite, donc on peut toujours mobiliser aussi assez vite. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est quand même sur des Kurdes qui expriment de cette façon violente, forte, leur colère, évidemment. Je voudrais qu'on retrouve Claire Cambier qui, avec Alexis Tessier, est sur place et qui nous explique, nous raconte la situation, parce que nous, on voit ces images de loin, mais vous êtes sur place.
Oui, alors je vous avoue qu'après une demi-heure très très mouvementée, la situation semble peu à peu se calmer. Alors des manifestants s'en sont pris aux forces policières juste après le départ de Darmanin. Alors la communauté kurde qui est très présente dans ce quartier, elle s'était réunie spontanément juste après l'annonce de ce drame. On l'avait vu, il y avait beaucoup de colère. On voit encore là des personnes interpeller les policiers. Mais qu'est-ce que vous faites pour les Turcs kurdes? Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas être assez protégés par l'État français. Alors ce rassemblement jusque-là était pacifiste. Et puis il y a une demi-heure, la colère a été apparemment trop grande. De grandes violences ont éclaté. Les manifestants ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris des poteaux, des bouts de bois, des sapins pour les lancer sur les policiers. Vous le voyez sur ces images d'Alexis Tessier, des incendies ont même été allumés. Alors la police a appelé des renforts, ce qui a permis un petit peu de stabiliser la situation. Les manifestants sont toujours présents, mais cela est beaucoup moins violent aujourd'hui, maintenant. Claire, on comprend que la situation est un petit peu moins tendue, si je puis dire, dans cette rue du 10e arrondissement de Paris. On entend des slogans qui sont scandés, mais c'est très loin pour nous. Est-ce que vous êtes parvenu à comprendre et entendre ce que les manifestants disaient ? Oui, alors on leur a demandé, puisque c'est des slogans qui sont en kurde, donc c'est beaucoup de slogans contre Erdogan, contre le gouvernement turc. Il y a des slogans un peu plus poétiques, on va dire. Ils nous disent cela signifie nous sommes tombés, mais nous ne sommes pas morts. Alors on a entendu aussi quelquefois, toujours en kurde, certains clamer vengeance. Voilà, en tout cas, on sent bien le sentiment aujourd'hui partagé par la communauté. Merci beaucoup Claire Cambier avec Alexis Tessier. Vous restez évidemment sur place pour nous raconter ce qui se passe, cette explosion de violence qui se poursuit, même qui se calme un petit peu depuis une demi-heure. À l'heure où nous parlons, l'auteur des faits, on le rappelle, est un Français. Ce sont les premiers éléments de l'enquête parce que les slogans évoquent la Turquie, mais là il s'agit d'un homme français qui aurait agi seul et apparemment qui serait motivé par sa haine raciste. Oui, la haine des étrangers, en tout cas. La haine des étrangers. De nationalité française, né à Montreuil, qui est âgé de 69 ans, retraité de la SNCF et qui, effectivement, inconnu des services de renseignement, donc de la DGSI, inconnu pour radicalisation quelconque, inconnu des services concernant une éventuelle appartenance à un groupe ou un groupuscule d'extrême droite, notamment tous ceux qui ont pu être dissous, les 11 qui ont pu être dissous au cours des derniers mois par la place Beauvau. En revanche, connu des services de police et de la justice pour 2 tentatives d'homicide notamment, des violences aggravées notamment à caractère raciste. On parlera notamment du dernier fait qui remonte à tout juste 1 an, qui s'est déroulé à Paris, dans le 12e arrondissement, dans le secteur de Bercy, où cet homme s'en serait pris à des migrants, des Soudanais qui étaient là réunis sous des tentes. Il en a blessé 2, dont un grièvement. Pour ces faits-là, il a été placé en détention provisoire dans la foulée et il a été en fait libéré sous contrôle judiciaire il y a quelques jours à peine dans l'attente de son procès. Nous sommes en direct avec Yann Bastière, délégué national investigation SGP Police. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Il y a une demi-heure, des heurts ont éclaté. On le voit sur nos images dans cette rue du 10e arrondissement de Paris, sur les lieux de la fusillade meurtrière. Il y a eu des affrontements extrêmement violents avec des individus qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Là, ce qu'on voit, c'est un face-à-face entre les forces de l'ordre et ces individus. Une explosion de violence qui a surpris les forces de l'ordre qui n'étaient pas venus pour affronter un tel déchaînement de violence. C'est l'enquête, le premier travail des policiers quand on arrive sur cette affaire qui est un assassinat. Madame la présidente de la République de Paris l'a dit, c'est l'enquête. On voyait ça, un périmètre de sécurité. Les premières images dès le début d'après-midi,
c'était ça. On n'était certainement pas en train de basculer. Je pense que mes collègues ne s'attendaient pas à ce déferlement de violence et de basculer dans un maintien de l'ordre classique, comme on peut le voir trop souvent ces dernières semaines. Comment on procède dans cette configuration pareille, avec des forces de l'ordre qui ne sont pas équipées dans l'immédiat pour faire face à des heurts très violents, et en même temps une scène de crime qu'il faut protéger parce que cette fusillade meurtrière, elle vient d'avoir lieu. Donc le travail, les minutes qui suivent, elles sont précieuses pour recueillir les indices et faire le travail d'enquête nécessaire. On part au plus pressé. Le policier qui vient, la brigade criminelle ou la 2e DPJ de la DRPJ-PP qui se sont déplacés sont là pour relever les premiers éléments d'enquête. Mais lorsque ce déferlement de violence a commencé, il a fallu pallier au plus pressé. Ensuite, des effectifs plus spécialisés dans le maintien de l'ordre sont venus en renfort. Et là, il a fallu s'adapter. Mais c'est assez difficile pour moi de comprendre de tels agissements. Franchement, en tant que policier, déjà, j'apporte tout mon soutien à mes collègues qui doivent travailler dans des conditions déplorables, aussi bien les enquêteurs que les collègues qui sont confrontés à ces individus qui s'en prennent, on ne sait pas à quoi finalement, on ne sait pas à quoi, en tout cas pas l'individu qui n'est plus sur les lieux. Pour moi, c'est totalement incompréhensible. Sûr. Un feu s'est déclaré, on l'a vu, hein, donc les pompiers ont dû également intervenir, les policiers ont reçu du renfort à l'heure où nous parlons, ce qui explique peut-être pourquoi la situation, entre guillemets, s'est relativement calmée quand on se souvient des images d'il y a quelques minutes où là, les affrontements étaient très violents avec des projectiles, des gaz lacrymogènes et des policiers qui étaient en difficulté face à ces manifestants, à ces individus. En quelques minutes, hein, il y a eu un groupement d'une quinzaine de personnes au départ qui s'en sont pris aux policiers, puis on s'est retrouvé avec une foule de 200 personnes. On ne sait pas, à l'heure où nous parlons, identifier tous ces individus. On ne sait pas s'il y a uniquement des militants kurdes très énervés ou d'autres types d'individus. Très compliqué à savoir, hein, l'opportunisme de casseurs, de quoi un peu s'amuser dans un milieu d'après-midi, là c'est totalement inadmissible. Non, nous avons dû inverser le rapport de force. Voilà pourquoi, comme vous le dites, et sur les images, on le voit bien, tout s'est calmé. Bien entendu, dès que la force publique s'est déployée pour mettre fin à ces agissements, le calme revient petit à petit. Le maintien de l'ordre passe aussi par là, d'imposer un rapport de force à ces individus qui étaient venus juste là pour du trouble et pour exprimer une colère, certes peut-être légitime face à la douleur, mais jusqu'à aller s'en prendre à mes collègues sur la voie publique, ça par contre, c'est inadmissible. Merci beaucoup Yann Bastière, délégué national investigation SGP Police, pour votre intervention en direct sur LCI après ces violents heurts qui ont éclaté et qui rajoutent une difficulté au travail des enquêteurs sur place, car ce travail d'investigation, il ne fait que commencer, car la fusillade meurtrière a eu lieu dans l'après-midi, dans cette rue du 10e arrondissement de Paris, devant ce centre culturel kurde. Gérald Darmanin savait que le dossier serait potentiellement explosif. Il avait tenté d'employer des mots pour apaiser la colère des Kurdes qui n'ont peut-être pas entendu les mots du ministre de l'Intérieur. Oui, il a même annoncé une réunion ce soir au ministère de l'Intérieur pour évaluer d'éventuelles menaces visant la communauté kurde. Donc c'était une réaction très rapide, hein, quand on sait que la première ministre réagit, que le président de la République nous fait-on dit savoir, est mobilisé et suit de très près cette affaire. Le ministre de l'Intérieur qui était sur ces terres dans des Hauts-de-France, chez lui dans sa ville, revient à Paris immédiatement. Sans doute ils imaginaient une ultra-sensibilité, mais peut-être une ultra-sensibilité aux réactions plus politique que celle de la communauté kurde. En tout cas, quand il est arrivé, Gérald Darmanin, il avait mesuré le risque de colère ou de mobilisation de cette communauté kurde. Encore une fois, il l'a rassuré. Réunion ce soir à Beauvau, protection garantie pour les Kurdes, protection et donc évaluation d'un éventuel risque avant la manifestation qui aura lieu dans quelques jours, encore une fois,
en soutien et en hommage aux 3 militantes il y a maintenant. Mais là, on a une situation 10 ans. absurde, la rue, c'est rue du Faubourg Saint-Denis, on la reconnaît. Une situation absurde, c'est-à-dire que, alors que les policiers sont intervenus extrêmement rapidement pour arrêter le tueur, que la police immédiatement a commencé à faire une enquête, et de voir des gens qui s'en prennent à ces policiers qui ont fait leur travail et qui sont là effectivement, comme le disait le ministre de l'Intérieur, pour protéger aussi cette communauté kurde. Simplement, nous avons vu sur ces images que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé un peu à part sur une petite rue devant les caméras de télévision, mais tous ces jeunes hommes qui étaient dans la rue n'ont pas entendu à la télévision le message du ministre de l'Intérieur. Et c'est ce qui explique peut-être cette éruption de violence, et c'est ce qui explique aussi peut-être qu'ils l'ont entendue depuis, ou reproduite, et que donc la violence... Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu un renfort des forces de l'ordre pour contenir cette foule. On peut aussi imaginer, évidemment, un contact entre le ministère de l'Intérieur et les organisations kurdes. Tout à fait. Pour expliquer ce qui se passe, qui est la personne. Ce n'est pas un agent envoyé par Erdogan, comme certains le disaient. Ce n'est pas un Turc, c'est un Français qui est plutôt soupçonné de racisme, ou en tout cas qui n'aime pas les immigrés et qui s'en prendrait à eux. Donc il y a forcément des contacts. C'est ça aussi peut-être qui finit par apaiser un peu les choses, mais c'est vrai que c'est pas exactement ce qu'on pouvait imaginer ce soir. On a vu sur les images, d'ailleurs, les leaders plus âgés retenir les jeunes. On a vu sur les images de LCI. Il est 17h16 si vous nous rejoignez en direct sur LCI. La situation semble maîtrisée à l'heure où nous parlons, après des violents heurts qui ont éclaté dans cette rue du 10e arrondissement de Paris, sur les lieux de cette fusillade meurtrière qui s'est produite devant un centre culturel kurde. Des dizaines et des dizaines d'individus s'en sont pris aux forces de l'ordre, ont jeté des projectiles, des pierres. L'affrontement assez violent a duré au moins une demi-heure. Les forces de l'ordre ont reçu du renfort. Et vous voyez, à l'heure où nous parlons, il y a ce retour au calme. Ce qui a déclenché la colère, c'est la fusillade meurtrière, avec pour cible ces Kurdes. L'homme, on ne connaît pas ses motivations à ce tireur. On ne sait pas s'il savait qu'il s'en prenait à des Kurdes, mais a priori, il voulait s'en prendre à des étrangers. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous rappeler à 17h17 précisément ce que l'on sait sur ce qui s'est passé ? Oui, c'était peu avant midi, un homme qui a ouvert donc le feu dans cette rue d'Angers, dans le 10e arrondissement, où il y a une forte communauté kurde. Et selon la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar, qui est très vite intervenue sur les lieux pour se rendre auprès de cette communauté, elle a expliqué que les tirs avaient d'abord débuté dans le centre culturel kurde avant que l'homme ne ressorte et aille juste en face dans la rue, dans un restaurant, puis chez un coiffeur se trouvant en face, où il a également ouvert le feu avant d'être interpellé et maîtrisé par les forces de l'ordre. Cet homme, il est légèrement blessé, il est actuellement hospitalisé pour recevoir des soins. Il ne va pas tarder à être entendu par les enquêteurs. Sa garde à vue a en tout cas démarré. À ce stade, que sait-on de lui ? On sait qu'il est de nationalité française, qu'il est âgé de 69 ans, que c'est un retraité de la SNCF. Autre élément très important, c'est qu'il est déjà connu pour 2 tentatives d'homicide, selon la procureure de la République de Paris, qui s'est également rendue rapidement sur les lieux. Des tentatives d'homicide à caractère raciste, notamment le second fait, le plus récent, en décembre 2021, où il a attaqué avec un sabre des migrants dans un camp dans le secteur de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris. Il avait alors fait 2 blessés, 2 Soudanais, dont l'un avait été grièvement blessé. Il avait été placé en détention provisoire pour ces faits et il venait d'être remis en liberté il y a quelques jours à peine, le 11 décembre, sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son procès. Il était également connu pour infraction à la législation sur les armes, alors des antécédents qui évidemment laisse planer, le ministre de l'Intérieur l'a expliqué, le caractère raciste potentiel de cette attaque qui a eu donc lieu ce matin. Le ministre de l'Intérieur, on reprend ces termes, qui dit qu'il a manifestement voulu s'en prendre
à des étrangers. Reste à savoir désormais si c'est la communauté kurde qui était visée. Pour l'instant, ce n'est pas la piste qui semble privilégiée. C'est le parquet de Paris qui est chargé de cette enquête. Le parquet national antiterroriste, lui, s'est mis en observation de la situation. Hein. C'est la formule consacrée dans ces affaires-là. Mais pour l'instant, le PNAT, qui s'est également rendu sur place, estime que les éléments ne sont pas réunis pour qualifier cette fusillade à caractère terroriste. Voilà, et donc désormais, maintenant, cet individu qui est donc, on le rappelle, interpellé aux mains des enquêteurs, va être entendu avec comme objectif principal, et si possible le plus rapide, de connaître quelles étaient réellement ses motivations. Oui, il faut rappeler qu'il n'est pas fiché à la DGSI, donc pas repéré comme terroriste. Voilà. Il n'appartient pas, semble-t-il, à quelques mouvements d'extrême droite. En tout cas, il n'affiche pas ça. Il était bien sûr connu, encore une fois, des services de police, parce qu'effectivement, il a des antécédents, ce qui pose la question, encore une fois, de sa remise en liberté, 1 an après cette attaque au sabre. Même si ce sont des raisons qui tiennent juridiquement, il y a forcément une incompréhension, parce que cet homme a été remis en liberté il y a quelques jours. On découvre qu'effectivement, il a une arme à feu, la dernière attaque, elle s'était faite au sabre, c'est comme ça. Et là, c'est effectivement avec une arme. Il a une arme à feu et il est dans un centre de tir. Donc, il y a effectivement des questions sur la voit bien que ça va c'est plutôt une fusillade de masse pour le moment. Hein. Permettez-moi de donner la parole, mais pas un attentat politique, pas un attentat terroriste pour le moment. Qui nous attend, mais vous avez raison de le préciser, parce que l'enquête, elle ne fait que commencer. Hein, on le précise. Sali Azad, bonjour, vous êtes représentant de l'association kurde de Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI après cette terrible fusillade qui a éclaté devant ce centre culturel kurde à Paris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir? Écoutez, moi je reste persuadé, contrairement à ce que je viens d'entendre, qu'il s'agit d'un attentat terroriste et que les Kurdes ont été visés. On dit qu'il s'agit d'une personne qui a des antécédents judiciaires à caractère raciste. Et moi, je fais le parallèle entre l'assassinat La liaison est un petit peu compliquée, on a du mal à vous entendre, à comprendre ce que vous dites. On va vous rappeler dans un instant pour rétablir une liaison correcte et audible et évidemment entendre votre témoignage qu'on a évidemment envie d'entendre après cette fusillade meurtrière à Paris qui a visé un centre culturel kurde. Une précision importante, Alexandra. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que du point de vue de la justice, on ne peut pas encore parler d'attentat si on parle un jour d'attentat? Alors, premier élément, c'est que c'est une notion qui peut évoluer tout au long de l'enquête. Donc, les choses ne sont pas figées. Mais à ce stade, les éléments recueillis par les enquêteurs, tant sur le mode opératoire que sur la façon, sur le profil de l'individu interpellé, parce qu'on rappelle quand même qu'on a l'auteur présumé, on va maintenir bien sûr le présumé, mais l'auteur présumé qui est à la main des enquêteurs, qui a un profil, qui donne des éléments, une connotation à cet acte qui est considéré pour l'instant comme une fusillade, un acte de droit commun ou avec un individu qui s'en est pris à des étrangers dans leur globalité, pas en visant spécifiquement une communauté. Ça reste évidemment, tout ça est du conditionnel, ce sont les premières constatations, ce sont les premiers éléments de l'enquête, mais évidemment, on parlait il y a quelques instants de la police technique et scientifique et de tout le travail là, des policiers, des forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, de préserver absolument tout le secteur environnant les lieux où se déroulait cette terrible fusillade pour préserver au maximum les indices pour que les enquêteurs puissent reconstituer exactement la chronologie des faits, recueillir tous les indices parce que c'est ce qui ira construire le dossier pour aller ensuite en justice pour condamner cet individu qui a été interpellé, mais il y a aussi un travail d'audition évidemment de tous les témoins qui étaient sur place et ce qui va être très important
c'est de déterminer si cet individu, eh bien, est-ce qu'il a proféré des menaces, est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il a émis une revendication avant de passer à l'acte. Tout ça, c'est des éléments, évidemment, qu'on n'a pas encore. Le travail d'enquête ne fait que commencer. On le rappelle, cet individu a également été blessé, il a été transféré à l'hôpital, il a reçu des soins et il est peut-être maintenant, ou en tout cas dans très peu de temps, il va être clairement entendu par les enquêteurs. Et tout ce travail-là va permettre de déterminer et de faire évoluer l'enquête dans une voie ou dans une autre. Mais pour l'instant, il faut rester évidemment prudent, même si certaines tendances semblent se dessiner. La connexion a été rétablie avec Salih Azad, représentant de l'association kurde de Marseille. Je vous redonne la parole. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, pour moi et pour tous les Kurdes, ce n'est pas un acte raciste isolé. C'est un acte prémédité, bien organisé. Ça me fait penser à l'assassinat des 3 femmes kurdes en 2013. On dit que l'individu qui a commis l'assassinat de 3 Kurdes et en blessant d'autres, c'est une personne qui a des antécédents judiciaires à caractère raciste, etc. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il n'a pas été recruté par le service secret? Quand on sait que Erdogan menace les Kurdes vivant en Europe qui dénoncent la politique... Salih Azad, la connexion est toujours extrêmement compliquée. Vous dites que c'est un acte prémédité, en tout cas ça va dans le sens de ce que dit l'enquête. Moi je rappelle les éléments factuels. L'homme qui a tiré, le tireur présumé, est un Français connu des services de police pour des faits de violence à caractère raciste. Voilà, le profil qui se dessine de cet homme est assez clair. Il n'était pas fiché S, il n'était pas connu des services de renseignement. Il avait déjà commis des actes de violence. Il s'en était pris à un camp de migrants avec un sabre. Donc, et apparemment, il aurait agi seul. Ce sont les premiers éléments de l'enquête. Il faut être très prudent quand on se lance dans des projecteurs. Il ne faut pas accuser la Turquie ou la communauté turque de France de ces faits-là. On n'a strictement pas le moindre indice qui impliquerait des Turcs originaires de Turquie ou des Turcs originaires de France. Certes, c'est un centre culturel kurde qui a été visé. Certes, il y a une vieille, très ancienne revendication kurde en Turquie d'autonomie du Kurdistan, c'est-à-dire la région à l'est de la Turquie. Mais pour le moment, ce que on nous dit, ce que le ministre de l'Intérieur nous a dit, ce que nous avons vu nous-mêmes sur ces images et sur les débuts de l'enquête dont vous avez parlé, Alexandra, eh bien, ce que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt un être dérangé, peut-être raciste, qui un jour s'en prend à des Soudanais avec un sabre. Oui. Visiblement, il a décidé, on ne sait pas comment, alors qu'il sortait de prison, on ne lui avait pas supprimé toutes les armes à feu, mais l'enquête va le dire. Pourquoi avait-il, après 1 an de prison, encore des armes à feu à sa disposition? Ça, l'enquête va nous le dire, ça va être très important. Mais c'est aujourd'hui, ce qu'on sait, ce n'est pas du tout, visiblement, un acte qui visait les Kurdes en tant que Kurdes, et certainement pas aujourd'hui, on ne peut pas accuser comme ça, sans preuve, la Turquie ou la communauté turque en France. Oui, vous avez raison de le souligner, et rappelons les termes du ministre de l'Intérieur quand il s'est déplacé sur place, qui a expliqué qu'il allait tenir une réunion ce soir avec les forces de l'ordre pour voir dans quelle mesure organiser des rassemblements dans le calme pour ceux qui souhaitent le faire, mais qui a bien précisé qu'à ce stade, il n'avait pas eu de remontée de signes particuliers sur des menaces pesant sur la communauté kurde en ce moment. Et juste... Mais par rapport à cette sensibilité, vous en parliez tout à l'heure, Arlette, justement, sur cette décision de tout de suite venir sur place et de renforcer la sécurité. On avait très vite, après qu'il y ait eu connaissance de cette attaque dans le 10e arrondissement, sur les ondes radio police à Paris, il a très vite été ordonné d'aller sécuriser l'ensemble des lieux kurdes
dans la capitale. Ça a été une mesure préventive immédiate avant même de se demander le pourquoi du comment cette fusillade avait eu lieu. Par principe de précaution, cette mesure a immédiatement été prise, signe effectivement que les autorités ont pris très vite au sérieux cette situation. Après, comme vous le disiez très bien Renaud, le ministre a été aussi assez clair. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce qui était visé, c'était plutôt des étrangers et pas forcément la communauté kurde en elle-même. Mais on entendait bien avec l'interlocuteur tout à l'heure, la première, oui. Le réflexe immédiat, c'est bien entendu une opération comme l'assassinat des 3 militants il y a 10 ans, ordonnée par la Turquie, par Erdogan. Et il y a une difficulté à entendre que pour l'instant, rien ne nous dit, c'est même plutôt le contraire, les éléments vont dans l'autre sens, c'est-à-dire quelqu'un qui, encore une fois, n'aime pas les étrangers et les attaques. Donc, ça veut dire que cette conviction est forte, que la rancune à l'égard de la France, qui certes a ouvert une enquête, a dit que c'est sans quelqu'un, un membre des services turcs qui avait commis ces assassinats en France, mais refusant de désigner les commanditaires, il y a un passif entre cette communauté kurde réfugiée en France et le gouvernement français. Donc il y a de la défiance. Et on comprend pourquoi, effectivement, le ministre de l'Intérieur a voulu les rassurer, mais pour l'instant, ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a cette méfiance et cette rancune qui, 10 ans après, est très tenace. Claire Cambier avec Alexis Tessier sont